Vous écoutez RFI, bonjour à tous, bon réveil, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. À la une de l'actualité africaine aujourd'hui, la République démocratique du Congo, 24 libérations annoncées par le ministre de la Justice. Elles concernent notamment les activistes Fred Boma et Yves Makwambala. L'opposition qui réclamait des libérations de prisonniers parle toutefois d'effet d'annonce et affirme que la plupart de ces personnes n'étaient déjà plus détenues. Un journaliste arrêté au Burundi en début de semaine, Giza Steve Irakoze de Radio Buja FM, l'organisation Reporters sans frontières exprime son inquiétude et appelle à sa libération immédiate. Au sommaire encore, l'Angola, le président José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 1979, vient d'être réélu à la tête de son parti. Le Rwanda, qui revient vers la communauté économique des États d'Afrique centrale après s'être tourné vers l'Afrique de l'Est pendant plusieurs années. Et puis nous irons à Madagascar pour reparler du scandale qui éclabousse le Premier ministre, une affaire qui fait peser sur Olivier Mahafal des soupçons de détournement de fonds publics. Le gouvernement congolais vient donc de publier une liste de prisonniers qui vont être libérés. La mesure concerne 24 personnes sur les 26 dont l'opposition demandait la remise en liberté, préalable pour les opposants à tout dialogue politique éventuel. Parmi les personnes concernées par ces libérations, Christopher Ngoy du mouvement Synergie Congo Culture, Fred Bauma de la Lucha, Yves Makwambala de Filimbi ou encore Jean-Marie Kalonji de 4e Voie. En revanche, ne figure pas sur la liste finale Eugène Diomin Dongala ni Jean-Claude Muyombo. Selon le ministre de la Justice, ce sont des cas à part, des condamnations pour viol et escroquerie et leur libération pourrait, dit-il, choquer l'opinion. Dans l'opposition, en tout cas, des voix s'élèvent pour dénoncer un effet d'annonce. Coralie Piret. Sur la liste de 26 prisonniers politiques à libérer, 24 devraient être relâchés prochainement, annoncent les autorités. Mais sont exclus de cette vague de libération deux leaders politiques, Alexis Twombe Mamba, ministre de la Justice. Les deux cas sont ceux qui pourraient choquer l'opinion publique, à savoir un cas de viol qui, s'il était pris en compte, entraînerait des revendications qui concernent des centaines de prisonniers qui sont actuellement en prison pour les mêmes faits. Et le deuxième cas, celui d'escroquerie, qui, s'il était pris en compte, entraînerait également des revendications de même ordre. Présent lors de l'annonce, le facilitateur Edem Kodjo salue les efforts du gouvernement. Et alors, à quand le dialogue ? Mais il est d'ores et déjà clair que ce préalable-ci ayant été levé, le dialogue commencera dès la semaine prochaine. Sauf que l'opposition conteste toujours la neutralité du facilitateur. Pour le porte-parole de l'UDPS, les conditions pour l'ouverture du dialogue ne semblent pas réunies car la libération reste partielle. Un simple effet d'annonce plus qu'un geste politique pour l'AJAC, l'association congolaise pour l'accès à la justice. Son président affirme que sur les 26 prisonniers politiques de la liste, seuls 4 sont encore en détention. Et réaction aussi de l'organisation Human Rights Watch. L'ONG voit dans ces mesures, dans ces libérations, un pas dans la bonne direction, mais appelle le gouvernement congolais à faire plus. Elle rappelle que d'autres militants de la société civile et de l'opposition sont encore détenus. Des libérations aussi à Beni, dans l'est de la RDC. Plus d'une centaine de personnes qui avaient été interpellées mercredi au cours d'une manifestation ont été relâchées. Et puis dans la soirée, toujours à Beni, après l'heure du couvre-feu, qui commence à 19h pour se finir à 6h du matin. Des jeunes sont descendus dans les rues de plusieurs quartiers avec des casseroles. Ils ont érigé des barricades. Un geste de protestation contre ce couvre-feu. Selon des témoins, les forces de l'ordre ont tiré en l'air pour disperser ces manifestants. Des libérations, mais aussi une arrestation à signaler en RDC, celle de l'activiste Barthélemy Tembongema. Le militant des droits de l'homme a été interpellé dans la ville de Boma, dans la province du Congo central. Il a été inculpé, entre autres, pour incitation du public à refuser ou retarder le paiement des impôts. Pour le secrétaire exécutif de la Dynamique pour le droit à la démocratie et le développement durable, son inculpation est une mesure d'intimidation. On écoute Roger Mavungukama. M. Barthélemy a été arrêté parce que depuis le mois de mai de cette année, il est en train de dénoncer les tracasseries opérées par les agents de l'administration fiscale dans la ville de Boma, à travers les taxations d'office, les redressements également discutables, de sorte que
les opérateurs économiques en souffrent énormément et même le patronat au niveau d'ici a eu également à dénoncer ce genre de comportement des agents fiscaux. Et M. Barthélémy, en sa qualité de défenseur des droits de l'homme, a eu à dénoncer également ce genre de situation. La justice doit faire son travail, mais pourquoi on doit les transférer à plus de 120 km? Donc c'est une manière de l'éloigner du milieu où les enquêtes pouvaient être menées pour, si ce serait des faits à charge, il serait condamné éventuellement. Si c'est à décharge, il faut l'acquitter parce qu'il a travaillé en tant que défenseur des droits humains pour dénoncer les actes de tracasserie de la part de l'administration fiscale. Le secrétaire exécutif de la Dynamique pour le droit, la démocratie et le développement durable en RDC, des propos recueillis par Léa Lisa Vesterov. On en vient à cette autre arrestation, celle-là au Burundi. Le journaliste Giza Steve Irakoze, qui travaille pour la radio Buja FM, a été interpellé lundi dernier. Les ONG Reporters sans frontières et SOS Média Burundi affirment qu'il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, citant le porte-parole de la police burundaise. Une interpellation qui inquiète d'autant plus qu'elle se produit un mois après la disparition d'un autre journaliste, Jean Bigirimana, qui travaille pour le journal Iwachu et pour Info Grand Lac et dont on est toujours sans nouvelles. Gilles Wellus, rédacteur en chef à RSF. On demande déjà de savoir où il est, comment il va et surtout qu'il soit bien traité et évidemment, selon nous, qu'il soit libéré puisque pour l'instant, l'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État apparaît peu probante, d'autant qu'il n'est pas le seul à être poursuivi pour ce genre de choses. On est d'autant plus inquiet que depuis un mois, Jean Bigirimana, journaliste, lui aussi a disparu. On suppose qu'il est lui aussi détenu par les services de renseignement qui n'ont jamais reconnu le détenir. On ne sait même pas s'il est vivant. On a demandé d'ailleurs récemment au président burundais de s'emparer du sujet pour attester de sa vie. Et évidemment, on n'a eu aucune réponse à l'heure qu'il est. Les services de renseignement burundais agissent dans un arbitraire total. On peut être arrêté dans la rue sans motif et disparaître au Burundi. Qu'on soit journaliste ou pas d'ailleurs, mais ça touche notamment les journalistes, dans un pays qui était, il n'y a pas si longtemps, plutôt bien placé en termes de liberté de l'information. Gilles Wellus, rédacteur en chef à Reporters sans frontières. Il n'y avait pas de candidat face à lui. Le président angolais José Eduardo dos Santos a été réélu à la tête du parti au pouvoir en Angola, le MPLA, qui tient son congrès cette semaine. Le chef de l'État au pouvoir depuis 1979 est donc en bonne place pour remporter de nouveau la prochaine présidentielle, une élection indirecte qui découle du résultat des élections législatives. Au cours de ce congrès, le MPLA doit aussi officialiser la nomination de 2 des enfants du chef de l'État, Anne Kantner. Sans surprise, José Eduardo dos Santos va garder la tête du MPLA. Cela signifie que si le parti remporte les législatives l'année prochaine, il restera président du pays. Le système angolais ne prévoit pas d'élection présidentielle. Le pays est dirigé par le chef du parti majoritaire, en l'occurrence José Eduardo dos Santos, en poste depuis 37 ans. Par ailleurs, 2 de ses enfants font leur entrée au sein du comité central du MPLA. 2 nominations symboliques, même si les décisions les plus importantes ne sont pas vraiment prises par ce comité, mais directement à la présidence. Les 2 enfants du chef de l'État sont déjà bien connus des Angolais. José Filomeno est à la tête du Fonds souverain du pays, un fonds d'investissement créé il y a 3 ans. Valvis Chea, elle, est députée et elle dirige une chaîne de télévision. En faisant nommer ses enfants au comité central, José Eduardo dos Santos ne leur accorde pas vraiment de pouvoir supplémentaire, mais il confirme l'emprise de son clan sur la vie politique et économique de l'Angola. Et on reparlera justement de l'Angola, de ce congrès du parti au pouvoir, de la figure du président José Eduardo dos Santos dans le paysage politique angolais. Juste après le journal avec notre invité, ce matin, nous recevons Didier Péclar, maître de recherche à l'université de Genève. La présidentielle en Zambie, le candidat malheureux arrivé en seconde position du scrutin, Hakainde Hichilema, a déposé hier un recours devant la Cour constitutionnelle, recours contre la réélection du président sortant, Edgar Lungu, qui, selon les résultats officiels, obtient 50,3% des voix, soit 100 000 voix d'avance sur le second. Et Hakainde Hichilema conteste donc ce résultat. Il demande l'annulation de l'élection. La présidentielle
présidentielle. Les élections, cette fois en Somalie, elles ont été reportées. La présidentielle est maintenant fixée au 30 octobre au lieu de ce mois-ci. Le Conseil de sécurité a abordé le sujet hier aux Nations Unies. Il regrette ce report et appelle au strict respect du nouveau calendrier électoral. La Somalie, où une voiture piégée a explosé hier à Mogadiscio, faisant 1 mort et 4 blessés après une course-poursuite avec les forces de l'ordre. La lutte contre le terrorisme à présent au Rwanda. La police annonce avoir abattu 3 Rwandais soupçonnés de mener une campagne de recrutement de djihadistes. 3 autres suspects ont été arrêtés. Les 3 hommes ont été abattus lors d'une opération ciblée dans le sud-ouest du Rwanda. La police affirme qu'ils ont été violents au moment où les forces de l'ordre tentaient de procéder à leur interpellation. Les précisions de Stéphanie Aglietti. Selon un communiqué de la police rwandaise, l'opération de police a été mise sur pied après que des habitants aient signalé la présence prolongée et suspecte de 6 personnes dans une maison isolée d'une localité du sud-ouest du pays. Selon la police, au moment de leur arrestation, les suspects sont devenus violents, ont proféré des menaces et ont tenté de fuir. 3 d'entre eux ont succombé à leurs blessures après avoir été emmenés à l'hôpital. Les 3 autres, dont un a été blessé, ont été arrêtés. La police les accuse d'avoir mené une campagne de recrutement de djihadistes. Elle dit avoir trouvé sur les lieux du matériel de propagande tel que des CD et des cahiers de notes. Déjà jeudi à Kigali, un Rwandais décrit comme un terroriste présumé, sans plus de précision, avait été abattu lors d'une fusillade dans un quartier résidentiel. En janvier, la police avait aussi tué un religieux musulman rwandais soupçonné de recruter pour le compte du groupe État islamique alors qu'il tentait, selon les autorités, de s'échapper alors qu'il était en détention. Dans la foulée, au moins 23 personnes ont été arrêtées. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI. Le Rwanda qui revient officiellement au sein de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, un retour qui avait déjà été amorcé en 2014 et qui s'est concrétisé cette semaine lors d'un déplacement de la ministre rwandaise des Affaires étrangères à Libreville, là où se trouve le siège de l'organisation. Kigali avait quitté la CEAC en 2007 pour se concentrer sur une autre organisation économique régionale, celle de l'Afrique de l'Est. Florence Maurice. En privilégiant l'Afrique de l'Est sur l'Afrique centrale en 2007, le Rwanda fait un choix politique. Tourner le dos à la CEAC signifie s'éloigner de l'espace francophone, d'autant que dans la foulée, Kigali opte pour l'anglais à la place du français comme première langue étrangère à l'école et décide de rejoindre le Commonwealth. Mais c'est aussi un choix pragmatique. Multiplier les partenariats régionaux à un coût, et Kigali réalise déjà alors 70% de son commerce extérieur avec ses voisins de l'Est du continent, notamment le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Un choix qui, 9 ans plus tard, semble payant, car les pays d'Afrique de l'Est ont connu des croissances plus fortes que leurs voisins et réussi une intégration économique accélérée. En revanche, du côté de la CEAC, le bilan est plus mitigé. La zone de libre-échange annoncée dès 2004 n'est toujours pas une réalité, mais l'organisation dit s'être fixé la date limite de 2017 pour y arriver, et c'est peut-être cette perspective qui motive Kigali. Le Rwanda, traditionnellement exportateur de biens de première nécessité, pourrait en être l'un des premiers bénéficiaires, en voyant s'ouvrir devant elle un marché de 140 millions d'habitants. Et direction à présent Madagascar pour reparler de cette affaire qui ne cesse de faire du bruit et de provoquer des remous politiques. Il y a 10 jours, le Premier ministre Olivier Mahafal était soupçonné d'être impliqué dans un détournement de fonds publics. À l'origine de ce scandale, un rapport rédigé par 3 inspecteurs d'État dans lequel le maire d'une commune rurale affirmait avoir reçu l'ordre de transférer l'équivalent de 120 000 € de subventions sur le compte d'un particulier. Un ordre qui aurait été donné par l'actuel Premier ministre, Sarah Teto. Embourbée dans un démenti qui n'en avait que le nom, la primature a invité dimanche dernier les journalistes à parcourir quelques 500 km pour se rendre dans la commune rurale d'Ambouima-Mazne et constater les travaux de réfection de bâtiments effectués grâce aux 120 000 € de subventions. Une preuve pour la primature que l'argent public a été utilisé à bon escient et n'a pas été détourné. À cette occasion, le maire de la commune, invité à s'exprimer, a affirmé que le fonds avait été viré directement sur le compte de la société qui avait gagné l'appel d'offres. Il a par ailleurs soutenu qu'il n'avait jamais eu le ministre Olivier Mahafal au téléphone. Une version qui diffère de celle du rapport des 3 hauts fonctionnaires. Le journal d'opposition La Vérité a d'ailleurs choisi hier de republier l'intégralité de la déposition signée du maire, celle-là même qui accable l'actuel Premier ministre. Le quotidien a aussi publié la
la copie d'un ordre de virement de 120 000 € présenté comme étant celui du transfert litigieux du compte de la commune vers le compte d'un particulier. Hier, au micro de RFI, le Premier ministre a nié en bloc ce qu'il qualifie d'accusations mensongères, d'attaques personnelles et de tentatives de déstabilisation du régime. Il promet d'apporter des preuves de sa bonne foi dès aujourd'hui. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Il est 6h45 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. À suivre le journal des Jeux Olympiques ce matin avec Eric Mamrut et nous reviendrons sur la médaille d'or remportée par l'Ivoirien Cheikh Cissé hier en taekwondo. Nous irons ensuite découvrir l'histoire de la musique électronique en compagnie de Grégoire Sauvage pour aller voir les instruments, les machines qui ont permis son essor. Mais avant tout, on retrouve l'invité de la rédaction. Avec notre invité, on parle ce matin de l'Angola. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays tient son congrès cette semaine. Et sans surprise, le MPLA a réélu à sa tête l'actuel président qui dirige le pays depuis 1979. José Eduardo dos Santos était d'ailleurs le seul candidat à ce vote. Un congrès marqué aussi par l'entrée de 2 de ses enfants au sein du comité central du parti. On en parlait dans le journal. Alors pour en parler avec nous ce matin, Didier Péclard, maître de recherche à l'Université de Genève. Il est l'invité de Mickaël Ponge. Bonjour Didier Péclard. Bonjour. Comment interpréter la nomination donc, du fils et de la fille de Dos Santos au sein du comité central ? Bon, tout d'abord, il faut voir que l'un et l'autre occupent déjà des fonctions assez importantes dans l'appareil du régime. Si vous voulez, son fils a été nommé à la tête du Fonds souverain lorsque celui-ci a été créé il y a à peu près 3 ans. Sa fille est députée au Parlement pour le MPLA et elle joue un rôle important aussi dans différents médias angolais, aussi bien télévision que radio. À part ça, il faut voir cette élection comme faisant partie d'une stratégie de renforcement du pouvoir autour non seulement de la famille et du clan dos Santos, mais d'un certain nombre de personnages clés, surtout en temps de crise. Si je vous suis bien, donc, on est davantage dans le symbole que sur une véritable mise en orbite de ces 2 enfants par le président lui-même ? Je pense qu'on est effectivement plus dans l'ordre du symbole. Il ne faut pas non plus exagérer l'importance du comité central du MPLA. Bien sûr que c'est un organe important, mais ce n'est pas non plus là que les décisions stratégiques se prennent. Donc c'est plus de l'ordre du symbole que de l'ordre de dire clairement à qui dos Santos serait prêt à donner les rênes du pays une fois que lui aurait décidé de démissionner, par exemple. On est cependant, vous le soulignez, sur un renforcement du clan, sur une logique peut-être, peut-on le dire comme ça, de familiarisation du pouvoir ? Je ne sais pas si on peut déjà dire cela maintenant. Je crois que, disons, ce qu'on observe depuis longtemps, et particulièrement depuis 2002, c'est la concentration du pouvoir comme ça entre les mains du président lui-même et d'un petit cercle de fidèles, qui n'est pas simplement un cercle familial, qui va au-delà de ça. Effectivement, récemment, la nomination de sa fille aînée, Isabel dos Santos, à la tête de Sonangol, la grande entreprise pétrolière, le fait que 2 autres de ses enfants entrent au comité central pourrait laisser suggérer que la famille prendra un rôle plus important. Je crois que c'est surtout une manière de dire aussi qu'en temps de crise, le président veut vraiment restreindre encore plus le cercle de fidèles et bien montrer qui c'est qui dirige en fait. Alors justement, au sein du régime et des caciques, comment ces nominations sont-elles perçues ? C'est difficile de le dire parce qu'il y a peu de choses qui ont filtré. C'est bien probable que ça ait fait grincer quelques dents parce que c'est vrai que Isabel dos Santos, même si elle est très connue, même si, disons, elle a eu un rayonnement médiatique notamment très important en tant que grande femme entrepreneur, la première milliardaire d'Afrique, etc., elle fait pas partie de cet appareil-là qui s'est réparti les charges les plus importantes du pouvoir jusqu'à maintenant. Donc probablement que ça a dû faire grincer quelques dents, mais en même temps, le pouvoir du chef n'est pas réellement contesté pour l'instant au sein du MPLA, donc on a plutôt l'impression que tout le monde s'est rangé à cette discipline pour l'instant. Tout cela quand même, Didier Péclard, arrive après une déclaration fracassante en mars dernier de Dos Santos qui avait dit qu'il quitterait la vie politique en 2018, une déclaration aussi fracassante que mystérieuse puisque cette date, il faut le souligner, ne correspond pas en fait avec la fin de son mandat en 2017. Exactement, c'est une déclaration qui est typique des quelques déclarations
que Dos Santos a déjà fait allant dans ce sens par rapport à son futur politique. Donc à la fois donne l'impression qu'effectivement il va y avoir du changement, mais en fait laisse suffisamment de doutes planer pour qu'on se demande vraiment quelles sont ses intentions. Parce qu'effectivement, alors il est clair qu'il va être élu président du MPLA à la fin du congrès de cette semaine. En tant que tel, il est clair qu'il sera donc candidat à la présidence aux élections générales de 2017. Il n'y a pas d'élection directe pour la présidence, mais c'est le président du parti qui obtient le plus de voix qui est automatiquement président de la République. Donc tout laisse penser qu'il sera à nouveau élu président de la République suite aux élections nationales de 2017. Et comme ça de dire qu'il abandonnerait la vie politique durant la première année de ce qui serait constitutionnellement son dernier mandat, ça paraît très peu crédible. Donc j'ai un petit peu de peine, comme beaucoup d'observateurs de la vie angolaise, à donner vraiment beaucoup de crédit à cette déclaration, d'autant plus que beaucoup d'eau va encore couler sous les ponts d'ici là et que rien n'en l'empêchera d'invoquer des circonstances particulières en 2018 pour dire qu'il doit encore rester à la tête du pays pendant encore quelques années. Il répondait à Michael Ponche, c'était Didier Péclard, maître de recherche à l'Université de Genève. En Syrie, les combats se poursuivent, notamment dans la ville d'Asaka, dans le nord-est, soumise depuis 48 heures à des frappes aériennes et à des tirs des forces gouvernementales. Les milices kurdes ont évacué des milliers d'habitants. Aux États-Unis, Donald Trump, lâché par son directeur de campagne, Paul Manafort, qui dirigeait l'équipe du candidat républicain à la Maison-Blanche, a démissionné. Donald Trump, de plus en plus distancé dans les sondages, le dernier en date, donne 8 points d'avance à sa rivale démocrate, Hillary Clinton. Les relations entre la Birmanie et la Chine, au beau fixe, Aung San Suu Kyi, l'opposante birmane historique, aujourd'hui officieusement à la tête du gouvernement, vient d'achever sa première visite en Chine, principal partenaire commercial de son pays. Et puis les JO de Rio au Brésil, après le 100 mètres et le 200 mètres, le sprinter jamaïcain Usain Bolt remporte sa 3e médaille d'or avec le 4 x 100 mètres. Le journal des Jeux. Direction Rio, justement, pour parler encore de ces JO avec Eric Mamrut. La Côte d'Ivoire a vécu une journée historique hier avec 2 médailles décrochées en taekwondo, dont une en or. Incroyable Cheikh Salah Junior Cissé. Après s'être brillamment hissé jusqu'en finale, l'Ivoirien de 22 ans s'est imposé sur le gong face au Britannique Loutalo Mohamed à l'ultime seconde alors qu'il était mené de 2 points. Score final 8-6. Cheikh Cissé, champion d'Afrique en titre, qui devient donc champion olympique des moins de 80 kilos. Le tout devant un public brésilien acquis à sa cause. Écoutez sa joie, recueillie par Éric Chorin. Cheikh Cissé. Ça fait plaisir. Quand je suis entré au premier combat, il y a eu un public qui m'a adopté. C'est ce qui a fait ma force. Je suis resté moi-même avec le public et Cheikh Cissé, on le connaît en tant que quelqu'un de rigolo, tout et tout. Donc je me suis retrouvé avec ce monde-là. Donc j'étais moi-même et j'ai donné ce que j'avais de meilleur. Et en finale, là, il a fallu aller la chercher, la victoire à la fin. Oui, comme il l'a dit, il y a des stratégies qui ont été mises en place à l'entraînement au cas où tu es mené, au cas où tu n'es pas mené. Donc dès l'instant où j'étais mené, il restait un temps limite. J'ai appliqué ce qu'on connaît à l'entraînement et ça a pris... Vous avez fait quoi ? On regarde la vidéo, parce que moi-même je sais plus, mais on regarde la vidéo. 1 seconde et ça sort. C'est magnifique, je suis très heureux. Une médaille d'or olympique, c'est bien sûr une grande première pour la Côte d'Ivoire. Dans la même catégorie, le Tunisien Oussama Oueslati, battu en demi-finale pour Cheikh Cissé, s'est bien rattrapé ensuite en remportant nettement le combat pour la médaille de bronze. Moins de chance pour le Malien Ismaël Koulibaly, éliminé au premier tour. Juste avant l'exploit de Cheikh Cissé, Ruth Marie-Christelle Gbagbi avait brillé également en décrochant la médaille de bronze chez les moins de 67 kilos. Battue en quart de finale par la future finaliste, la Française Abi Niaré, l'Ivoirienne a remporté ses 2 combats de repêchage pour se hisser sur le podium. Une belle consécration pour cette athlète de 22 ans, triple championne d'Afrique en titre et victorieuse des derniers Jeux de Brazzaville, les Jeux africains. Elle en a fait un tour d'honneur de bonheur et rencontré au passage Éric Chorin, Ruth Bagby. L'essentiel, c'était de ramener une médaille. Donc, le 19 août 2016, je n'oublierai jamais ça. Actuellement, je suis vraiment heureuse, je suis happy. Il n'y a pas de mots pour définir cette joie. Comment vous expliquez les progrès du taekwondo ivoirien ? Bon, je peux dire le progrès, c'est aussi grâce à notre président Cheikh Daniel. Vraiment, il a mis beaucoup de moyens en œuvre pour que nous puissions arriver à ce stade-là. Parce qu'on a fait des stages en Espagne et en Allemagne avant d'arriver ici. Et maintenant, on fait beaucoup d'open aussi.
Donc ça nous a permis d'être au niveau international aussi. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau, voilà. Voilà donc 2 médailles en une seule journée pour la Côte d'Ivoire, de l'or et du bronze qui s'ajoutent à l'argent que le regretté Gabriel Tiako avait décroché sur 400 mètres en athlétisme lors des Jeux de Los Angeles en 1984. Moins de réussite pour les Africains dans le tournoi de lutte libre, à commencer par le Sénégalais Adama Diatta en 57 kilos. Il a été battu en 8e de finale 3-1 par le Cubain Yolis Bon Rodriguez. Le Marocain Shakir Ansari a été lui sorti d'entrée. En athlétisme, pas de doublé pour Almaz Ayana. Quelques jours après avoir remporté le 10 000 mètres, nouveau record du monde à la clé, l'Éthiopienne n'a pas réussi à s'adjuger le 5 000. Elle a pourtant largement mené avant de totalement s'écrouler dans le dernier kilomètre. 2 Kenyanes lui sont ainsi passés devant. Viviane Cheruiyot, qui est allée chercher le titre olympique en 14 minutes 26 secondes et 17 centièmes. Hélène Obiri, deuxième. Ayana se contentant de la médaille de bronze. Pas de médaille du tout pour le relais 4 x 100 mètres féminin nigérian et de loin. Blessing Okagbare et ses camarades n'ont pris que la 8e et dernière place d'une finale remportée par les États-Unis devant la Jamaïque. La Jamaïque victorieuse chez les hommes avec un certain Usain Bolt à la conclusion du relais. La star de la piste qui réalise donc un 3e triplé consécutif 100 mètres, 200 mètres et 4 x 100 mètres. C'est du jamais vu. Éric Mamrut, Rio, RFI. Éric Mamrut et toute notre équipe d'envoyés spéciaux qui continuent de nous faire vivre ces Jeux Olympiques de Rio à distance jusqu'à leur fin. Ça se termine demain, dimanche. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l'actualité des JO aussi en ligne sur notre site internet. C'est toujours la même adresse, le www.rfi.fr. On fait une petite pause, 30 secondes, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Découvrez le site des savoirs de RFI, la nouvelle bibliothèque virtuelle qui vous permet de tout comprendre sur l'histoire, les sciences, la santé et bien d'autres sujets. Plongez dans les dossiers organisés par thème pour apprendre et enseigner avec des cours de français, approfondir vos connaissances et rejoignez la communauté sur savoir@rfi.fr. RFI Savoir, les clés pour comprendre le monde en français. Il n'y a pas que les œuvres visuelles qui s'exposent, la musique aussi, et une exposition est consacrée à la musique électronique en ce moment à Paris, à la Fondation EDF. Elle retrace son histoire des premières expérimentations d'après-guerre au triomphe de la techno. Electrosound propose au public de découvrir une centaine de machines. Reportage Grégoire Sauvage. Il s'appelle Minimoog, Yamaha QY10 ou encore Roland TR-808. Derrière ces noms abscons se cachent synthétiseurs, séquenceurs et boîtes à rythme mythiques qui ont forgé le son et l'esthétique des 20e et 21e siècles. Jean-Yves Leloup est l'un des commissaires de l'exposition Electrosound. Il y a une petite boîte à rythme qui s'appelle la Minipops 7 de 1971 et qui est vraiment une petite boîte à rythme assez rudimentaire mais avec un son qui est assez singulier. Et c'est souvent pour ça que les instruments électroniques ont connu un certain succès chez certains musiciens. C'était pas toujours pour leur qualité d'imitation, parce que c'était censé imiter parfois les percussions, les batteries ou bien sûr des sons de clavier ou d'orgue, mais aussi c'est simplement pour leur timbre singulier. Et cette Minipops 7, on la retrouve dans des premiers grands succès comme Oxygène et Equinox de Jean-Michel Jarre, mais c'est aussi une boîte à rythme qui a été beaucoup utilisée par Aphex Twin ces dernières années par exemple. Donc ce sont aussi des objets qui traversent les décennies. D'abord savante, la musique électronique investit la culture pop à la fin des années 60 par l'intermédiaire des groupes américains et allemands de rock psychédélique. Elle devient plus accessible dans les années 80 grâce aux synthétiseurs japonais avant de se démocratiser réellement dans la décennie suivante avec les progrès de l'informatique. Aujourd'hui, la culture électro domine le monde. À l'ère d'Internet, composer, diffuser et écouter de la musique n'a jamais été aussi facile. La musique électro est effectivement la nouvelle musique pop et l'une des musiques préférées des 15-24 ans aujourd'hui, à la fois avec des musiques très commerciales et qui touchent un très large public et puis aussi d'autres musiques qu'on pourrait dire plus pointues. Toute la DJ culture s'est vraiment intégrée aussi dans plein de pays, ce qu'on appelait à l'époque les pays en voie de développement, mais l'Amérique du Sud, le Brésil. Ces modes de production électronique sont vraiment désormais partout et s'hybrident naturellement avec plein de genres musicaux et puis aussi ont profondément renouvelé aussi une partie du hip-hop.
Après la théorie, la pratique, le public est invité à apprivoiser une vingtaine de machines aux formes et aux couleurs parfois étonnantes, comme cette Noisy Jelly, une gelée sonore manipulée ici par Rosanne, 23 ans. Je touche de la gelée, de la gelée interactive qui produit du son quand on la touche. Là, je découvre un peu cette salle, là c'est un peu genre, je sais pas trop, on peut faire des expériences avec des sons, ça va être sympa. Et cerise sur l'électro, une dernière salle avec boule à facettes et murs d'enceinte retrace un demi-siècle de musique électronique, de quoi transformer le musée en piste de danse.